Comme nous vous l'annoncions, nous sommes cette fois-ci en compagnie de notre premier invité avec qui nous allons discuter sur le thème héritage culturel. Monsieur Anissé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va peut-être revenir sur des questions assez particulières en matière de culture au niveau du Gabon. Peut-être déjà nous définir ce que l'on entend par héritage culturel. Bon, un héritage culturel, vous savez, le problème c'est que les mots sont souvent compris d'une manière différente d'une personne à l'autre. Exact. Avant de parler d'héritage culturel, peut-être il faudrait qu'on définisse le mot héritage, ce que c'est, et le mot culture. Allez-y. Alors la culture, qu'est-ce que c'est? La culture, c'est un mode de vie et d'existence, culturel et cultuel, qui est inspiré par un environnement défini et bien délimité. D'accord. C'est ça la culture. Parce qu'en fait, la culture, elle ne s'invente pas, elle ne se transmet pas, elle se vit et dans son environnement. Elle s'impose à l'homme. Exact. Et l'homme, de là, prend cela pour créer des traditions, etc. etc. L'héritage, qu'est-ce que c'est? L'héritage, je pense que c'est des legs que vous obtenez à la suite d'un décès ou même pas du légataire. Une forme de succession? Oui, l'héritage, c'est pas forcément succession. C'est des legs. Ça peut être une succession, ça peut être des biens, c'est matériel, immatériel, culturel. C'est ce que vous obtenez du légataire. D'accord. Vivant, de son vivant ou après sa mort. Ou les deux d'ailleurs. D'accord. C'est un petit peu ça. Donc à partir du moment où ces deux mots se définissent, quand on parle d'héritage culturel, c'est ce qu'un peuple obtient de son environnement de vie. Et cet environnement qui s'impose à lui permet de mettre en place les traditions qui sont basées sur 4 éléments de base, notamment tout ce qui est organisationnel, notamment les attitudes, les habitudes, les comportements, les mœurs, tout ce qui est organisationnel. Sur le plan structurel, c'est le mode de vie, notamment le genre et le style de vie, et ce que j'appelle la fréquence de vie, notamment donc le rythme et la vitesse de vie, ce qui crée tout ce qui est structurel. Et après, il y a ce qui est croyance. D'accord. Parce que dans une culture, il faut une croyance qui vient soutenir ce qui est avant. Et enfin, une langue, qui est le véhicule de cette culture, et les moyens de communication. Voilà un petit peu ce qui définit les contenus d'une culture. Alors, en parlant donc d'héritage culturel, on va peut-être revenir sur ce que nos ancêtres nous ont finalement légué aujourd'hui. Ben, ce qu'ils nous ont légué, c'est un petit peu, comme je disais tout à l'heure, c'est au niveau des croyances. C'est d'abord les traditions, oui. Donc une façon de faire les choses, une façon de voir, une vision, les attitudes, les comportements, des mœurs. Ça s'est affiné au fur et à mesure des générations. Et surtout, comme vous disiez tout à l'heure, une croyance. Oui. Et une croyance qui aussi s'adapte selon les tribus. D'accord. Et surtout, le plus important, qui identifie cette tradition, je dirais, ou culture, c'est une langue, qui est le véhicule de reconnaissance des uns et des autres pour pouvoir être en communauté. D'accord. Donc, je pense que c'est un petit peu ça en termes d'héritage culturel d'une communauté. D'accord. On va donc prendre un exemple type d'un héritage culturel. On va peut-être parler d'un rite, peut-être le Njobi. Et on se demande comment est-ce qu'au fil des années, un rite, par exemple, arrive à survivre en tenant compte des différentes mutations. Ben, vous savez, c'est très difficile. Vous savez, aujourd'hui, tant que le rite est isolé, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de choix. D'accord. Il se perpétue. Mais avec la mondialisation et la globalisation aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a une guerre qui ira à la fin de l'humanité, c'est la guerre des cultures. Oui. Si vous ne vous battez pas pour votre culture, elle sera automatiquement ou absorbée ou complètement mise à l'écart. D'accord. Et donc pour cela, vous voyez bien que le domaine où il y a le plus de combats, c'est le domaine médiatique. D'accord. Si vous n'avez pas de médias, ce que j'appelais la stratégie triple, télévision, radio, internet et presse écrite, vous ne pouvez pas subsister ou résister à cette guerre et vous serez très rapidement ou absorbé ou détruit. D'accord. Donc pour qu'on puisse nous aussi survivre, il faut qu'on adopte ces technologies, cette stratégie qui vient de l'Occident, qu'on ait nos propres chaînes,
comme des émissions que vous faites aujourd'hui. Ça me permet de vulgariser un petit peu ce qui existe. Beaucoup ne connaissant pas vont pouvoir s'en informer par le média de télévision, mais après ça va rebondir peut-être être sur Internet, la radio, enfin, et vraiment il faut utiliser tous les médias, et comment dirais-je, du marketing, faire connaître. Et à partir de là, il y a certains adeptes qui vont adhérer, et à partir de là, ceux-là peuvent pérenniser nos rites ou nos croyances ou nos cultures, ou nos traditions, nos mœurs, nos habitudes, nos attitudes, nos comportements, enfin toutes les parties positives qui s'adaptent au nouveau monde. D'accord. Alors on rappelle donc que vous êtes un écrivain, mais que vous êtes également un chef d'entreprise, à côté de cela un maître initiatique. Et vous avez écrit, vous avez commis pas mal de livres déjà, et vous avez écrit sur l'Unjobi. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors c'est une organisation, je dirais pas secrète, mais discrète. D'accord. Qui a pour but principal de réguler la vie de la communauté. En instaurant des interdits et en essayant de mettre en place des techniques ou des systèmes d'intimidation pour empêcher aux gens de commettre des impairs. D'accord. C'est d'abord ça à première base. Deuxième volet, c'est surtout une organisation qui protège les secrets de la guérison qui sont en forêt, qui protège aussi l'entretien de la faune et de la flore. Quand on parle par exemple de forêts sacrées, d'espaces sacrés réservés au Njobi, c'est surtout pour protéger la faune et la flore qu'il y a. D'accord. Donc ça c'est la deuxième partie. Et la troisième, c'est surtout sur le plan santé. Vous savez, des fois il y a des maladies mystiques. Et là, on fait appel au Njobi, on consulte les ancêtres pour essayer de trouver quel est le remède qui peut convenir à telle ou telle maladie qui n'était pas connue de la communauté ou du village. Je pense voici les trois grands volets. Mais il faut savoir que pour toute complication de la société, le Njobi a toujours, je dirais, une solution, qu'elle soit immédiate ou palliative, ou une solution même, je dirais, empruntée des autres rites ou des autres cultures par mimétisme ou par appropriation. Disons que c'est le dernier rempart pour la société sur les difficultés majeures. D'accord. Alors on a quand même fait un constat avec d'autres sociétés secrètes. On a par exemple le cas du Bwete, et certains ont estimé que les véritables dépositaires étaient les peuples autochtones, communément appelés ou trivialement appelés aujourd'hui peuples pygmées. Alors au niveau du Njobi, qui en est le peuple dépositaire? Alors d'abord, il faut savoir que le Njobi est un fétiche. D'accord. Fétiche à proprement parler. Voilà, ce n'est pas péjoratif parce que souvent on pense qu'un fétiche c'est négatif. Non. Un fétiche c'est quoi? C'est une recette basée sur les plantes de la nature qui permettent d'élever l'esprit ou élever les connaissances. D'accord. Donc, à partir de là, il n'est pas dépositaire à une personne spécifiquement parlant. Ou à un peuple. Ou à un peuple. D'accord. On peut en être, en avoir la maîtrise, mais c'est quelque chose qui appartient à la nature, à la culture, comme je vous ai dit. Donc, par rapport à cela, chaque peuple peut être dépositaire de ce qu'il décide de prendre comme croyance selon son environnement. Il n'y a pas de spécificité. Vous savez, je dis comme ça, un Européen, à partir du moment où il est né dans l'environnement où il y a le Njobi, il peut en être dépositaire. C'est d'abord une question de ressenti et d'appropriation. Il faut pouvoir s'approprier. Quelqu'un qui est né dans une autre culture ne pourra jamais s'en approprier parce que ça doit être fait à la base. Vous savez, c'est comme, pour être moderne, qu'est-ce qu'on a un DVD, quand il est imprimé une fois, après on peut réécrire dessus, mais la base reste quand même ce qui a été imprimé la première fois. Voilà, donc c'est ça. Donc la déposition ou le dépositaire de ce genre de croyance n'est pas forcément tributaire de l'appartenance effective à la tribu. D'accord. Alors, dites-nous, quelle est votre vision du développement culturel au niveau du Gabon aujourd'hui? Alors, comment développer
Oui. La culture au niveau des... En fait, comme je vous disais, d'abord, premièrement, il est important de faire reconnaître aussi de façon internationale nos croyances. D'accord. Parce que toute culture repose sur une croyance. Si la croyance est détruite, la culture ne peut pas subsister. D'accord. Donc, il faut d'abord absolument qu'on réussisse à reconnaître de façon officielle nos croyances. Vous avez cité le Bouéri, que ce soit le Mvet, le Bouété, le Ndjobi. Tout ça doit être reconnu de façon officielle parce que nos ancêtres ont vécu avec ça des millions d'années. Oui. Après que ça soit reconnu, il faut maintenant voir comment mettre en place des temples, de façon officielle aussi. Des grands bonjas. Des manjas, de façon officielle. Et pourquoi pas mettre en place des écoles. Ok. Comme les autres, vous savez, le christianisme, l'islam, ils ont des écoles. Oui. Écoles coraniques. Pourquoi il n'y aurait pas des écoles aussi? Mais est-ce que c'est pas simplement parce que au niveau de nos croyances, certains chefs coutumiers ont du mal à s'entendre avec d'autres? Non, pas du tout. Vous savez, quand il y a une croyance qui est en place, et un chef qui est là, il le véhicule à qui veut bien venir. Entre eux, c'est vrai que c'est difficile de les mélanger. D'accord. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a quand même des différences en termes de rituels et de pratiques, Oui. qu'on ne peut pas les mélanger. D'ailleurs, s'il y a deux noms différents, ce n'est pas la peine de mélanger. Mais il peut y avoir plusieurs écoles. Une école Ndjobi, D'accord. une école Bouiti, pourquoi pas. Il y a l'école coranique, ou il y a l'école de christianisme, donc chrétienne plutôt. Donc pourquoi pas des écoles justement de nos croyances. Alors, Monsieur Anissé, vous vous appelez Bongo Ondimba, je vais revenir quand même là-dessus. Oui. C'est un nom assez particulier pour notre pays. On rappelle que vous êtes l'un des frères du président de la République. Et au lieu de vous intéresser à la politique, vous avez choisi la culture et on se demande pourquoi. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est quoi? C'est le regroupement de la culture, de l'économie. Oui. Sinon, la politique en elle-même n'existe pas. D'accord. Donc, en fait, tout le monde fait de la politique, D'accord. à quelque niveau que ce soit. Sauf qu'au niveau politique politicienne, c'est un petit peu ce secteur-là où je ne suis pas trop intéressé. J'ai tellement côtoyé, Ok. je sais ce que c'est, et ce n'est pas ma tasse de thé. D'accord. Mais néanmoins, tout le monde fait de la politique. Et la culture, c'est plutôt pour moi une passion, parce qu'il faut reconnaître que j'ai quand même grandi avec ma grand-mère D'accord. au village. Et très tôt, très jeune, j'ai été, je dirais, plongé là-dedans. Et malgré tous les voyages et tous les déplacements vers l'international, au finish, j'ai fini par me rendre compte que nos cultures sont beaucoup plus riches, beaucoup plus dotées que tout ce que j'ai vu à l'extérieur. D'accord. Alors pourquoi faire du mimétisme, copier ce qui est à l'extérieur, quand nous avons ce qui est beaucoup plus puissant, plus fort, plus riche et plus coloré. D'accord. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ce serait important d'essayer d'aider à valoriser cette culture. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Vous avez vécu avec votre grand-mère au village, mais on sait également que à plusieurs reprises, vous continuez d'y aller. Vous n'avez pas fait, vous ne ressemblez pas à l'occidental qui aurait fait ses études en étranger, qui serait arrivé, qui serait juste installé à Libreville. Vous continuez à y aller et vous continuez même à pratiquer, puisqu'aujourd'hui vous êtes un maître initiatique. Oui, effectivement, je dirais même, je suis allé plus loin. Je me suis rendu compte que mes premiers enfants D'accord. ne savent pas parler téké. D'accord. Et ont une très faible connaissance de la culture téké. Ok. Me rendant compte de ça, en 2007, j'ai décidé de retourner vers le village et de ramener tous mes enfants. Et d'ailleurs, ils sont actuellement. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, la culture, elle ne se transmet pas. Ok. Elle ne s'apprend pas. D'accord. Elle ne se donne pas. Elle ne se montre même pas. Elle se vit et uniquement dans son environnement. Exact. Je vous donne un exemple très simple. Prenez les feuilles de manioc, mangez avec une fourchette et mangez avec la main. Le goût est différent. Exact. Ce qui veut dire que ce goût-là, il est dans votre tête. Parce que scientifiquement parlant, il n'y a pas de différence. Oui. Oui, donc la culture, elle est dans nos têtes. Et pour qu'on puisse avoir ce goût différent, il faut vivre cela dans son environnement. Donc, il n'y a qu'au village. Libreville, désolé, mais personne ne peut s'approprier sa culture en restant ici à Libreville. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, vous pouvez regarder toutes les vidéos, aller sur Internet, faire toutes vos recherches. Tant que vous n'expérimentez pas
vous n'allez jamais pouvoir vous approprier cette culture. D'accord. Et c'est un petit peu ça qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, très peu d'enfants vont au village. Ah, mais après, on se dit c'est peut-être également à cause des parents. Oui, d'un côté, effectivement. Vous avez pris le choix en 2007 de repartir. Oui, c'est très facile de dire que c'est à cause des parents. Mais quand on a 18 ans, on est adulte. On prend conscience, on y va, tout simplement. Et on se ressource. Oui. Ce n'est pas uniquement la faute des parents. C'est vrai que les parents ont peut-être une part de responsabilité à trop mimétiser l'Occident, Oui. avec cette pression, je vous dis encore, de stratégie de la pression de télévision, radio, Internet. À tout moment, on rabâche que c'est l'Europe qu'il faut suivre. Exact. Et il faut s'habiller comme en Europe, il faut manger comme en Europe, il faut parler comme en Europe. Tout est européanisé. Oui. Ou je dirais même américanisé peut-être. Oui, un peu quand même. Donc, c'est à nous-mêmes de prendre conscience et de faire le retour. Oui. Voilà. Et donc ce retour aux sources qui a fini par s'être fait, on va changer de cap et s'intéresser cette fois-ci à vos écrits. Et là, on va s'intéresser au Rakaluba. J'ai envie de dire en français simple, le Kama Sutra version bantou, pour ne pas dire version africaine. Exactement. Oui. Bon, Kama Sutra, c'est pour essayer de mieux faire comprendre. D'accord. Okay. Sinon, ça s'appelle le Rakaluba. Ok. Effectivement, c'est un livre qui n'est pas sexuel, mais qui essaie d'emmener à une éducation de la sexuologie. D'accord. Okay. C'est pas autant les positions qui sont importantes, mais beaucoup plus l'approche sentimentale. Comment quitter de la première rencontre avant le premier rapport. D'accord. Il y a toute cette période-là qui est souvent négligée, ou des fois qui est, je dirais, bâclée, Oui. alors que c'est la partie la plus importante. D'accord. Le rapport sexuel en lui-même n'est rien du tout. C'est la cerise sur le gâteau. Pourquoi se concentrer sur la cerise alors qu'il y a tout le gâteau? Et souvent, le gâteau est mis de côté. Et c'est ça le plus important. Ce qu'il y a avant et après le rapport. Et ça, très peu de gens s'occupent de ça. La plupart des gens se limitent au rapport sexuel et basta. D'accord. Et après, on se demande pourquoi ça ne marche pas. Et on est en peuple bantou et on se dit comment est-ce que vous avez fait pour avoir toute cette documentation, parce que c'est quand même des informations super importantes. À l'intérieur, on parle de l'homme célibataire, de la femme célibataire, mais encore plus, on parle également un aspect différent, parce qu'aujourd'hui on parle d'abus sur mineurs, de viol sur mineurs. Absolument. Parce qu'un enfant aurait 9 ans, 10 ans, mais en fait vous expliquez ça autrement dans votre livre. Absolument. Vous savez, on parle des pygmées. Oui. Que chez les pygmées, les filles à 9 ans étaient mariées. Exact. Et enfantées même. Oui. Ce qu'on oublie, c'est qu'on ramène cette situation au contexte moderne, ce qui n'a absolument rien à voir. Vous savez, à cette époque, ou chez les pygmées, l'espérance de vie est très courte. D'accord. C'est 20 ans maximum. Donc à 9 ans, la personne a déjà vécu la moitié de sa vie. D'accord. Vous voyez? Donc le métabolisme s'est adapté à cet environnement. Donc à 9 ans, vous avez pas des enfants, c'était des femmes. Parce qu'à un moment où elle tombe enceinte, c'est qu'elle a eu ses menstruations, c'est qu'elle a ovulé. D'accord. On ne peut plus considérer comme que c'est une enfant. Oui, mais on est quand même d'accord que les univers sont totalement différents, parce qu'on a une jeune fille qui va se développer en forêt, qui va faire des activités d'un âge adulte avant l'âge, parce qu'à 9 ans, on suppose qu'elle pratique déjà la pêche, elle va au champ avec sa maman. Or, à Libreville, on essaye de contextualiser, à 9 ans, elle est généralement en classe de CE2, elle joue encore, elle ne maîtrise pas grand-chose, elle a même du mal à soulever un seau d'eau. Absolument, absolument. C'est quoi je vous disais? Qu'il est très important de ne pas mimétiser. D'accord. On a toujours tendance à ramener tout à la société occidentale ou américaine, ce qui est un gros défaut, très très gros, une erreur complète. Il est temps de se fier à ce que nous avions. Ok? Alors qu'est-ce que vous voulez faire qu'on fasse? On va sortir les pygmées de là-bas, les ramener en ville et leur dire jusqu'à 9 ans, mais ils vont vite mourir, de toute façon ça ne change rien. Déjà l'effet de les sortir de la forêt et de les ramener en ville, avec toutes les pathologies qu'il y a ici, ils ne mettront même pas 1 an ou 2. D'accord. Mais à l'intérieur, vous croyez que 9 ans, pour vous, c'est très court. Oui. Pour eux, c'est la moitié d'une vie. D'accord. C'est très long, parce qu'en 1 année, 2 années, ils font peut-être autant de choses que nous faisons en 7 ans, 8 ans. D'accord. Oui. Donc, il ne faut pas comparer l'incomparable. D'accord. Je pense que, et surtout, il faut rester dans le contexte
Si je pense que si on avait pris la peine ou le temps de poser des questions aux pygmées eux-mêmes, que comment est-ce qu'à 9 ans, vous vous accouplez avec une femme, je dirais une femme ou une fille, comme on dirait de 9 ans, ils vont vous expliquer très, très simplement. Très simplement. Et je peux être sûr, je suis sûr et certain, il n'y a jamais été question de pédophilie ou de viol ou même de forcer les choses. C'est tout à fait naturel. C'est quelque chose qui s'explique en fait au niveau de nos traditions bantou. Au niveau, je dirais, la communauté pygmée. La communauté pygmée. Ouais, ça se comprend, ça s'explique très facilement. Et c'est très difficilement compréhensible au niveau de nos traditions bantou et encore moins au niveau du monde moderne. Exact. Alors on va changer de cap, on va revenir sur autre chose. Et là on va s'intéresser à l'étendue du royaume Téké. Peut-être nous parler de l'étendue du royaume Téké et aujourd'hui préciser qui en est le roi. C'est vrai qu'on ne parle pas assez du royaume Téké. À l'époque, on avait l'image du roi Makoko, mais c'était encore une infime image. Quand on sait qu'aujourd'hui, à Libreville, on a des rois quand même au niveau des peuples pangouais et on a du mal à voir la même chose. Alors, il n'y a pas eu qu'un seul royaume Téké. D'accord. Il y a plusieurs royaumes Téké. Pour la bonne cause, je peux vous dire, il y en a 2 actuellement, il y a 2 rois. Il y a le royaume dont la capitale est Mbé, au Congo, où le roi actuel, Ngepio, est en place depuis 2004. D'accord. Le roi actuel. Et il y en a un autre qui est à la rizière du Gabon et du Congo, au sud aussi. D'accord. Où là, c'est la roi, Mbayamfumu, et le royaume Mbayamfumu, qui est un royaume Téké aussi. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les royaumes Téké se situent sur les plateaux. Non, la délimitation, je dirais, occidentale, telle que Gabon, Congo, n'a pas de sens. D'accord. Parce que les plateaux Téké vont depuis le Tchad, Centrafrique, Gabon, Congo, et descendent jusqu'en Angola. D'accord. Et toute cette partie-là, qui sont les plateaux, on trouve des Téké. Et d'ailleurs, pour revenir sur le mot culture encore, souvent on parle de culture Téké. Il n'y a pas de culture Téké, ou de culture bantou. Enfin, les cultures, comme je vous disais, sortent de l'environnement. Il y a les cultures de la savane. D'accord. Et à partir de là, les hommes s'approprient cela pour créer des traditions. Et culture de la forêt, culture de la rizière, culture de l'eau, culture des zones glaciales. La culture, c'est d'abord un environnement climatique, tient compte du climat, de la faune et de la flore. Ce sont ces 3 éléments-là qui influencent l'être humain pour qu'il s'approprie et crée ses propres traditions ou sa culture, mais qui est toujours adaptée à cela. Alors, on va revenir sur le Ndjobi, déjà parce que vous avez commis un livre sur le Ndjobi. Et nous, on a fait nos petites recherches et on a fini par découvrir qu'autour des années 1980, un pasteur congolais, le certain Papa Émile du Pévalongo, aurait démantelé, sinon détruit le fétiche Ndjobi en forêt et on est dans les années 1980 et c'était à Akieni. On se demande aujourd'hui qu'est-ce qu'il en reste véritablement de ce rite. Bon, d'abord, je ne pense pas que c'était les années 80, c'était les années 90, je pense. D'accord. Voilà, parce que je me rappelle autour des années, 90. Vous avez vécu cette situation, vous avez connu l'histoire? J'ai entendu, j'ai suivi, j'ai même vu le monsieur. C'était le Mpeuve, c'était une espèce de courant d'église éveillée qui s'appelait le Mpeuve et qui essayait de déterrer ou de combattre tout ce qui est fétichisme et qui s'était un petit peu mis en valeur entre guillemets détruisant le Ndjobi d'Akieni. Je n'ai pas de preuves. En tout cas, les adeptes... C'est ce qui a été dit. Vous savez, les adeptes, tout le monde dit, mais il n'y a pas de preuves concrètes. En tout cas, il aurait détruit un fétiche. Oui, c'est ce qu'on dit. D'accord. Mais des fétiches, il y en a plein qui ont été détruits. C'est pas très grave, ça. Ce que je retiens, c'est qu'il y a un courant qui s'appelait un Mpeuve, effectivement, d'église éveillée, et qui était là, qui combattait tout ce qui est fétichisme. Ok. Voilà, donc, vrai, pas vrai, je sais que les rumeurs ont couru. Et parce qu'à un moment donné, non seulement les rumeurs ont couru, et on s'est dit que dans tout le Haut-Ogooué, on n'avait plus la présence du Ndjobi. Tout à fait, c'est ce qu'on aurait pu croire, c'est ce qu'on a fait croire. Mais je peux vous dire qu'il en est autrement, parce que le Ndjobi aujourd'hui, le livre est là. Si vous prenez le livre, les loges sont identifiées, les noms
les dirigeants sont bien identifiés et connus. Ils sont encore vivants. Moi-même, je suis là. D'ailleurs, notre oncle Papanjoa, à la loge qui est à Franceville, vous avez une loge à Léconie, vous avez une loge à Konja, il y a une loge que je suis en train de créer ici localement. À Libreville. À Libreville. N'oubliez bien là. Et je vous dis qu'on est en train de se battre pour que ce soit reconnu comme étant patrimoine immatériel culturel à l'UNESCO. Et avec une journée d'une Djobi et d'une Vette, c'est qu'au niveau des Occidentaux, dans les Nations Unies, ils reconnaissent déjà le Djobi, qu'il existe. Pour cela, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur le terrain et le livre aussi a permis d'aider à peut-être arriver à la vulgarisation de cette croyance. Alors nous nous acheminons pratiquement au terme donc, de notre entretien. On va revenir cette fois-ci sur les danses culturelles. Ce sont bien sûr nos héritages également. Des danses comme le Ngwata ou même le Mbali. Selon vous aujourd'hui, comment est-il possible de pouvoir vulgariser ces danses, sinon faire en sorte que les jeunes puissent également s'y intéresser? Écoutez, comme je dis toujours, il ne faut pas inventer la roue. Il faut tout simplement faire comme les autres font. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'école de danse, et mettre sur YouTube, comme le font tout le monde. Regardez par exemple aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler de la Kizomba. La Kizomba est une danse d'origine africaine, créée en Angola, qui est partie vers les Amériques du Sud et qui revient aujourd'hui à envahir le monde entier, y compris nous-mêmes. Voilà. Alors que la danse de base, elle, n'est pas connue. Donc si on veut des danses telles que Ngwata, il faut pouvoir les valoriser. Mais souvent, le problème, c'est qu'on ne sait pas, on n'a pas l'origine de à quoi servaient ces danses. Le Ngwata, par exemple, est une danse réservée aux amoureux. D'accord. C'est l'endroit où on venait déclarer son amour pour telle ou telle personne, qu'on soit homme ou femme. D'accord. Parce qu'en face, vous avez deux lignées de femmes et d'hommes qui dansent. Et on va vers sa dulcinée. C'est de là qu'on désignait de façon officieuse et pratiquement officielle à tout le monde que moi, c'est celle-ci qui m'intéresse. D'accord. Ou la femme disait que moi, c'est celui-là qui m'intéresse. À partir de là, on allait vers les mariages coutumiers facilement. Donc, ce serait bien de réinculquer ou de moderniser cela pour que nos enfants puissent participer à cette danse-là dans le but, justement, de se découvrir des amours. D'accord. Et pourquoi pas des écoles après moderniser pour mettre ça aussi sur YouTube et diffuser et vulgariser. D'accord. Alors on va finir là-dessus. C'est justement la sortie de ces derniers ouvrages, c'est surtout votre actualité. Alors le dernier ouvrage, c'est, vous voyez, Histoire et grandeur des peuples bantous. Notamment, j'ai parlé des Bateke. Alors les Bateke, c'est un regroupement de 26 ethnies. Notamment les Obamba, les Teke, les Nzebi, les Apindi, les Baoumbu, il y en a 26. D'accord. Donc ce livre essaie de montrer quelles sont les traditions de ces 26 sous-ethnies et en essayant de mettre en valeur toutes les traditions, notamment sur le plan attitude et comportement, sur le plan croyance, sur le plan organisation structurelle, sociale et politique, sur le plan matérialisation des différents techniques de chasse, de pêche, tout ça est mis pour que justement nos enfants demain qui veulent se réapproprier cela et qui n'ont pas l'occasion de partir tout le temps, peuvent déjà apprendre ça, de telle sorte que quand ils se retrouveront dans l'environnement en question, qu'ils aient les gestes de base. D'accord. Pour pouvoir s'approprier encore plus rapidement notre culture. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la plupart des jeunes, j'ai fait le tour, tous revendiquent leur culture. Ils ont juste un seul problème, c'est qu'ils ne savent pas comment le faire. D'accord. Et là, bon, je ne l'ai pas emmené, j'ai aussi créé un livre qui permet, qu'on appelle la démarche Ubuntu, qui permet à un jeune qui ne maîtrise pas sa culture, de se l'approprier et surtout de la maîtriser. D'accord. À travers une démarche qu'on a appelée la démarche Ubuntu existentielle. D'accord. Donc le livre, qui est Histoire et grandeur du peuple bantou, les Bateke, est un complément à cette démarche qui a été créée il y a 10 ans, qui permettra à ces peuples-là, Bateke, de pouvoir réellement s'approprier, non seulement en ayant la démarche, mais en ayant des éléments de référence. D'accord. Le deuxième livre va peut-être celui du Mvet, où aussi la démarche, elle est universelle, mais de mettre les contenus
à disposition des gens pour qu'en utilisant les démarches et le livre, ils puissent aller se l'approprier plus rapidement. D'accord. Merci donc à vous d'avoir répondu à toutes ces questions. Cette fois-ci, Focus Culture se referme. Nous allons nous intéresser à notre deuxième chronique et là, nous sommes en compagnie, cette fois-ci, de nos chroniqueurs Jaurès Edou et Ruth Mignolet. On vous raccompagne. Merci Jennifer, c'est moi qui vous remercie. D'accord.